Si je te demande quel est le plus grand criminel de l'histoire, t'as sûrement un nom qui vient comme ça directement en tête. Hitler. Non? Eh bien pourtant, selon de nombreux historiens, un autre homme aurait causé encore davantage de morts. Son visage est toujours affiché sur les billets de banque de son pays. Et des centaines de millions de personnes continuent encore à le considérer comme un héros national. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais cet homme, c'est Mao Tse-tung, le grand Mao. Comment un simple fils de paysan est-il devenu l'homme le plus puissant de Chine? Comment ses décisions ont-elles pu entraîner la mort de dizaines de millions de personnes sans qu'aucune guerre mondiale éclate? Aujourd'hui, nous allons retracer une partie de son histoire, des rizières de son enfance jusqu'à son dernier souffle. Et à la fin, je vous dévoilerai ce que plusieurs médiums affirment avoir perçu à son sujet. Bienvenue aux confins du mystère dans cette nouvelle enquête. Nous voilà maintenant en 1927. La Chine bascule dans le chaos. L'alliance entre les nationalistes de Kuomintang et les communistes vole en éclats. Son dirigeant, Chiang Kai-shek, lance une répression impitoyable contre les militants communistes. Des milliers d'entre eux sont arrêtés, exécutés ou contraints à la clandestinité. Pour Mao, ce fut tournant. Il comprend quelque chose. Il comprend surtout que le pouvoir ne se gagnera pas dans les grandes villes, mais dans les campagnes. Alors que d'autres dirigeants communistes misent sur les ouvriers, Mao choisit une stratégie radicalement différente. Faire des paysans le cœur de la révolution. Il s'aperçoit aussi qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ceux des villes. Pendant plusieurs années, il construit des bases rurales dans les montagnes du sud de la Chine. Il y organise des véritables armées, distribue des terres aux paysans et impose une discipline stricte à ses combattants. Mais cette expérience ne passe pas inaperçue. Le gouverneur nationaliste lance plusieurs campagnes militaires pour écraser les communistes. Au début, Mao avec ses combattants résiste. Puis en 1934,
qui va changer l'histoire du XXe siècle. Le peuple chinois s'est levé. Ce jour-là, Mao proclame officiellement la naissance de la République populaire de Chine. Après des décennies de guerre, une nouvelle ère commence. Pour ses partisans, Mao est devenu le libérateur du pays. Pour les opposants, il vient de prendre le contrôle d'un État qui ne tardera pas à devenir une dictature. Et ils avaient vu juste. Dès les premières années de son pouvoir, Mao engage de profondes transformations. Les terres des grands propriétaires sont confisquées. Dans de nombreuses régions, ces derniers sont publiquement humiliés. Certains sont jugés lors de rassemblements populaires, d'autres exécutés. Les estimations varient selon les histoires, mais ces campagnes auraient fait des centaines de milliers de victimes. Pour Mao, ces violences sont le prix à payer pour construire une société nouvelle. Les entreprises privées sont progressivement nationalisées, l'économie passe sous le contrôle de l'État, les banques, les usines, les transports, tout doit désormais servir les objectifs du Parti communiste. Très rapidement, une autre transformation s'opère. Elle est moins visible, mais tout aussi seulement, Mao lance un projet colossal. Il lui donne un nom ambitieux, oui parce qu'il adore les noms. Il s'appellera le Grand Bond en avant. Son objectif est très simple, transformer un immense pays rural en une puissance industrielle, capable de rivaliser avec les nations les plus développées. Intéressant, hein, non? Mais cette ambition repose sur une idée fondamentale. Pour Mao, la volonté humaine peut vaincre toutes les limites. Si chaque citoyen travaille plus, si chacun produit davantage, alors pense-t-il, la Chine connaîtra une croissance spectaculaire. Sur le papier encore, le projet paraît révolutionnaire. Dans la réalité, il va tourner au véritable cauchemar. Les terres agricoles sont regroupées
Tout ce qui peut être mâché devient la nourriture tellement qu'ils ont faim. Des familles entières disparaissent. Les enfants meurent dans les bras de leurs parents. Des villages se vident. Les survivants n'ont même plus la force d'enterrer les morts. Le plus terrible, c'est que Mao ne mesure pas immédiatement l'ampleur du drame, ou selon certains historiens, refuse même de croire les informations qui remontent du terrain. Les responsables locaux, pour toujours se faire bien voir, continuent de présenter des chiffres optimistes. Personne n'ose annoncer la vérité. Dans un régime où contredire le chef peut coûter la liberté, voire la vie, le mensonge devient une question de survie. Aujourd'hui encore, le nombre exact de victimes reste encore incertain. Les archives chinoises sont incomplètes et les estimations varient selon les chercheurs. Mais une chose fait largement consensus. La famine du Grand Bond en avant compte parmi les plus meurtrières de l'histoire. De nombreux historiens estiment que plusieurs dizaines de millions de personnes sont mortes entre 1959 et 1961. Conséquence d'un mélange de politiques économiques défaillantes, de mauvaises récoltes dans certaines régions et d'un système où les mauvaises nouvelles remontaient difficilement jusqu'au pouvoir. À l'échelle de l'histoire humaine, peu de catastrophes ont atteint une telle ampleur. Le Grand Bond en avant est un échec retentissant. Pour la première fois, certains dirigeants du Parti communiste commencent discrètement à remettre en question les choix de Mao. Son autorité est fragilisée. Il semble perdre une partie de son influence, mais Mao n'a aucune intention de s'effacer. Quelques années plus tard, il lancera une nouvelle campagne, encore plus radicale, encore plus violente. Une campagne qui ne visera pas seulement l'économie, mais les idées. Les professeurs, les artistes, les étudiants et même les membres de son parti. Elle rentrera dans l'histoire sous un nom devenu célèbre, la révolution culturelle. Nous sommes maintenant en 1966. Quelques années seulement après le désastre du Grand Bond en avant, Mao n'est plus l'homme incontesté qu'il était. Sans être écarté du pouvoir, son influence s'est affaiblie. Au sein même du Parti communiste, certains responsables souhaitent adopter une ligne plus pragmatique pour reconstruire le pays. Pour eux, les expériences les plus radicales de Mao ont conduit la Chine au bord du gouffre. Mais Mao voit les choses autrement. Il est convaincu que la révolution est en danger. Selon lui, des ennemis se sont infiltrés partout, dans le parti, dans les universités, dans les écoles, dans les journaux et même au sein des familles. Pour sauver la révolution, il estime qu'il faut purifier la société. Ce qui va suivre bouleversa la vie de centaines de millions de Chinois. À l'été 66, Mao appelle directement la jeunesse chinoise à agir. Des millions de lycéens et étudiants répondent à son appel. Ils se regroupent sous un même nom, les Gardes Rouges. Ils n'ont souvent aucune formation militaire, mais ils possèdent quelque chose de plus puissant, la conviction absolue d'accomplir une mission historique. Leur objectif est clair, détruire ce que Mao appelle les 4 vieilleries, les vieilles idées, les vieilles cultures, les vieilles coutumes, les vieilles habitudes. Dans tout le pays, les temples sont pillés. Le Parti communiste échappe difficilement à cette vague de purge. Des dirigeants historiques sont arrêtés, empoisonnés, écartés du pouvoir. Parmi eux se trouve Liu Shaoqi, autrefois considéré comme le successeur naturel de Mao. Accusé d'être un traître, il est publiquement humilié. Privé de soins médicaux, il meurt en détention dans des conditions dramatiques. Personne n'est désormais à l'abri. Le pays s'enfonce dans le chaos. Les universités ferment. La production industrielle ralentit. Des affrontements éclatent entre différentes fractions de gardes rouges. Certaines villes sombrent dans une véritable guerre de rue.
Pour établir l'ordre, Mao finit par faire intervenir l'armée. Ironiquement, le mouvement qu'il avait lui-même encouragé devient si incontrôlable qu'il doit être réprimé. Des millions de jeunes sont ensuite envoyés de force dans les campagnes, officiellement pour apprendre la vie de paysans, en réalité pour disperser un mouvement devenu dangereux. Lorsque la révolution culturelle s'essouffle au bout des années 70, la Chine est profondément transformée. Des familles ont été brisées, des générations entières ont vu ses études interrompues. Une partie du patrimoine culturel du pays a disparu, et les cicatrices psychologiques resteront visibles pendant des décennies. Aujourd'hui encore, la révolution culturelle demeure un sujet sensible en Chine. Son évocation publique reste encadrée et son héritage continue de susciter des débats. Mais une question demeure. Comment Mao lui-même vit-il les dernières années de sa vie? L'homme qui a dirigé la Chine d'une main de fer réalise-t-il l'ampleur des souffrances causées par ses décisions ou reste-t-il convaincu d'avoir accompli sa mission? Car au milieu des années 70, son propre corps commence à lui rappeler qu'aucun pouvoir n'est éternel. La maladie progresse, ses proches s'inquiètent et pour la première fois depuis des décennies, l'avenir de la Chine ne dépend plus seulement de sa volonté. Il dépend désormais du temps qui lui reste à vivre. La Chine retient son souffle. Le pays vit dans une étrange attente. Officiellement, Mao reste le dirigeant incontesté. Officieusement, beaucoup savent que la fin approche. Le 9 septembre 1976, à Pékin, Mao Tse-tung s'éteint. Il a 82 ans. L'homme qui a façonné la Chine moderne vient de mourir. Aujourd'hui encore, le nom de Mao continue de susciter des débats passionnés. Était-il un libérateur, un dictateur, un visionnaire ou un homme dont les convictions ont conduit à des conséquences tragiques? Et puis, une autre question nous intéresse. Existe-t-il quelque chose après son dernier souffle? Peut-on seulement répondre à une telle question d'ailleurs? Depuis des décennies, des médiums travaillent dans différents pays et à différentes époques, affirment avoir tenté d'obtenir des informations sur le destin de certaines figures historiques après leur mort. Leur récit ne constitue pas de preuves. Ils révèlent de convictions personnelles et d'expériences que chacun est libre d'accepter ou de rejeter. Mais leurs témoignages présentent parfois des similitudes étonnantes. C'est ce que nous allons maintenant examiner. Nous venons de retracer la vie d'un homme qui a profondément marqué l'histoire du XXe siècle. Sur son parcours, les archives, les témoignages et les travaux des historiens permettent de reconstituer les événements avec une relative précision. En revanche, lorsqu'il s'agit de ce qui se passerait après la mort, nous quittons le domaine de l'histoire pour entrer dans celui des croyances et des expériences personnelles. Certains médiums affirment avoir perçu que Mao poursuivait un chemin de prise de conscience confronté aux conséquences de ses actes. D'autres décrivent des expériences très différentes. Ces récits ne peuvent être ni prouvés ni réfutés et chacun est libre de leur accrocher le crédit qu'il souhaite. Finalement, la question la plus importante n'est peut-être pas où est Mao aujourd'hui, mais plutôt que pouvons-nous apprendre de son histoire, car les choix d'un seul homme ont influencé le destin de centaines de millions d'autres. Et vous, qu'en pensez-vous? Les personnes qui ont marqué l'histoire continuent-elles d'une manière ou d'une autre à répondre de leurs actes après leur mort? Dites-moi votre avis dans les commentaires, je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Voilà, je vous ai présenté un nouveau format, une nouvelle enquête. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez et si vous voulez encore d'autres enquêtes de ce genre ou si vous préférez plutôt des questionnements sur la vie après la mort.